Bonsoir et merci de nous rejoindre. Dans le fauteuil blanc, pour ce rendez-vous de Surface de Vérité, je reçois un meneur d'hommes, leader du groupe musical aux multiples disques d'or Magic System de la Côte d'Ivoire, le groupe qui célèbre ses 20 ans de carrière cette année. Assalfo est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Merci à vous aussi. On se replonge un peu dans votre parcours. Au départ, étaient les magiciens, c'est bien ça? Oui. Un groupe composé d'une 50aine de jeunes. Oui, au départ, c'était un groupe de voyous. Il n'y avait aucune aspiration à devenir artiste. On le faisait pour s'amuser, c'était une passion. Et puis, au fur et à mesure, certains ont cru, ils sont restés, d'autres n'ont pas cru, ils sont partis, jusqu'à ce que nous arrivions à 4 personnes pour former le groupe Magic System. Il y a l'autre volet, il y a eu une scission, je peux dire ainsi. C'était 8 personnes. Magic System et les marabouts. Et les marabouts. Les magiciens et les marabouts. Donc il fallait diviser en deux parce qu'à l'époque, pour produire un groupe, il y avait un problème budgétaire. Donc généralement, les producteurs n'acceptaient que 4 personnes parce que ça faisait un seul taxi pour aller dans les promotions. Parce qu'au-delà des 4 personnes, ça fait 2 taxis et c'était un peu coûteux pour le producteur. Donc par stratégie, il fallait aller par groupe de 4 pour contacter les producteurs. Donc c'est comme ça qu'on a scindé le groupe. Les 4 premières personnes qui sont parties et après il y a eu 4 autres pour former les marabouts. C'était juste de la stratégie. C'était juste de la stratégie. Voilà. Alors 97, premier album, c'était bien. Papitou, c'est bien ça, avec un single là, Momo. Oui, c'est ça. Et le succès commercial n'était pas au rendez-vous à l'époque? Non, il y a eu un moyen succès médiatique, mais au niveau du succès commercial, nous n'étions pas au rendez-vous, ça n'a pas marché. Donc, et pourtant, artistiquement, c'était quelque chose de bien. Oui, bon. En même temps, on est en Afrique, on dit tout ce que Dieu fait est bon. Il a fallu aussi cet échec-là pour que nous sachions qu'est-ce qu'on vit dans l'échec et qu'est-ce qu'on peut vivre aussi dans le succès. Moi, je dis toujours merci à Dieu de nous avoir fait vivre cette étape de l'échec avant de nous permettre d'avoir un succès. Sinon, on n'aurait pas vraiment pesé les pour et les contre. Voilà. L'échec qui prépare le succès. Exact. Alors, 99, c'était le succès qui arrive avec Premier Gaou. C'est ça. Je me souviens encore comme si c'était hier. C'est ça. C'est Premier Gaou, c'est une autodérision. J'essayais de me moquer de moi-même à travers une chanson parce que j'avais vécu une aventure malheureuse avec quelqu'un que j'aimais bien qui est parti. Donc j'ai fait cette chanson pour taquiner la personne. Et puis bon, quand on est rentré en studio, c'était pas pour nous la chanson qu'on avait préparée pour être titre phare parce qu'on avait des belles chansons comme Miwanyo, comme Secret d'Africain et tout. Bon. On rentre et puis on s'est dit on va chanter quand même Premier Gaou parce qu'il faut 8 titres pour faire l'album, on n'en a pas assez, on va rajouter Premier Gaou et puis on va voir ce que ça va donner. Donc de manière délibérée, j'arrive en studio sans papier, sans crayon, sans écriture et je raconte l'histoire comme ça pour m'amuser. L'inspiration qui vient comme ça. L'inspiration est là, je raconte, je l'avais déjà chanté pendant les cérémonies de Woyo et tout. Et je chante de manière délibérée, parce que je ne l'ai pas chanté 2 fois Premier Gaou. Je l'ai chanté une seule fois, ce que je ressentais, j'ai mis un peu de dérision. Et puis comme ça, et tout de suite, l'album sort et tout le monde adhère à ça, comme si tout le monde l'avait vécu. Voilà. Comme alors, quoi les belles choses ont une courte histoire. Voilà. Généralement, en pareille circonstance, il y a un choix marketing par rapport au positionnement des titres. Est-ce que ça s'est fait comme ça ou comment les choses sont passées? Non, au fait, Premier Gaou s'est imposé tout seul. Hein. Parce que vous savez, quand on fait, on a envie de garder les meilleurs titres pour après. Donc, on se promène dans les maquis avec les titres pour nous qui ne sont pas forcément les meilleurs. Et c'est avec Premier Gaou. Et là, on se rend compte au maquis, quand on le joue, que voilà, tout le monde est plus capté dessus. Ça attire la curiosité des gens. Les gens, ils aiment. L'histoire du Premier Gaou, on a un livre autobiographique qui va sortir et toute l'histoire du Premier Gaou sera racontée dans ce livre pour voir d'où est parti. Je crois que c'est un destin qui s'est imposé à nous parce que franchement, si on devait faire le choix, ce ne serait pas forcément le titre qu'on aurait choisi pour lancer notre carrière. Voilà. Le talent, la qualité, mais aussi pour réussir dans le show business, il faut plus que ça. Des opportunités, des gens qui y croient. Ben oui.
Aujourd'hui, le talent seul ne suffit pas pour réussir dans le show business. Après, il fallait comprendre le fonctionnement parce qu'on s'est dit, on a des amis qui partent en France, qui vont et qui reviennent, même bon, on ne voit pas évoluer les choses comme il se doit. Donc, quand on arrive à Paris, début des années 2000, tout de suite, on essaie de savoir c'est quoi le vrai fond des droits d'auteur. Donc, il fallait se mettre dans la lecture, il fallait se cultiver plus, il fallait se cultiver davantage. Et puis, il y avait l'avènement de l'électronique qui venait d'arriver. On s'est dit, bon, écoute, à défaut de pouvoir avoir des rendez-vous physiques pour voir les directeurs des maisons de disques, si on apprend déjà à savoir envoyer un mail, je crois qu'on n'aura pas besoin de les voir pour exposer nos problèmes. Donc, là, je me mets à l'apprentissage de l'informatique. J'apprends comment on envoie un mail. Je me constitue une adresse email que je crée. Et puis, bon, après, quand je voulais faire passer un message, j'envoyais carrément le mail, tout en espérant que la personne, même si la personne ne me répondra pas, qu'elle lira. Et j'ai vu que c'était payant parce que tous les mails que j'envoyais étaient tellement objectifs que j'avais toujours des réponses. Magic System ne s'est pas fait seulement que se faire coacher, mais Magic System s'est coaché lui-même. Ben oui, il fallait... Bon, moi je crois que peut-être que c'est mon style à moi. J'étais chef de groupe et je me devais de bien mener, de donner une autre orientation à la carrière du groupe. Donc je me suis mis à fond. Pour moi, chanter n'était plus seulement une passion, c'était devenu un métier. Et quand quelque chose est un métier, on s'élève à partir de 7 h du matin, on bosse et on descend à 17 h. Donc c'est comme ça que je me suis forgé. Je voulais envoyer des mails, je voulais aller dans des magasins de livres références sur les droits d'auteur. Je voulais aller à la SACEM pour me renseigner c'est quoi les droits voisins, c'est quoi les droits d'exécution publique et les droits de reproduction mécanique. J'avais envie de tout savoir et ma curiosité faisait que, sans me rendre compte, je rentrais dans le vrai milieu du showbiz et tout de suite j'ai décelé comment fonctionnait le showbiz international et c'était pour le bonheur de mon groupe. Il fallait mettre tout ce que j'avais appris, tout ce que j'apprenais au service de mon groupe. Voilà. Magic System, c'est aussi la discipline et l'esprit d'équipe aussi. Oui, la discipline. Parce que quand on regarde aujourd'hui sur le continent, et particulièrement pour le cas de Burkina, oui, le taux de mortalité des groupes, c'est assez élevé quand même. Oui, c'est vrai, mais vous savez, il y a des valeurs aussi. Quand on a certaines valeurs, c'est difficile de se séparer. La fraternité est une des valeurs qu'on doit prôner dans tous les groupes, parce qu'avec la fraternité prend le dessus sur tout, qu'on soit en bagarre, qu'on fasse des querelles. On ne dira pas que pendant 20 ans Magic System, on ne s'est pas querellé ou on ne s'est pas chamaillé. Mais quand on se dit frère, on peut se disputer, on peut ne pas se parler 2-3 jours, mais au 4e jour, tout de suite on se reparle. Donc il y a ça déjà que nous avons mis en place. Et puis aussi, il faut dire que cette chance d'avoir vécu à Numambo nous a créé un passé commun. Nous avons un passé commun, nous savons d'où nous sommes partis. Et rien que ça, chaque fois que quelque chose arrive, il faut se souvenir de cela pour se remettre ensemble. Et nous avons réussi, en dehors de nos 4 familles biologiques, à créer une 5e famille, qui est cette famille des 4 membres du groupe Magic System. Et Dieu merci, Dieu nous a donné non seulement de la longévité dans la carrière, mais aussi il nous a donné la santé de pouvoir rester ensemble pendant 20 ans et dire à tous les groupes africains que c'est possible quand on a une certaine valeur. Parce que l'argent, ça divise toujours le groupe. C'est ça. L'argent, ça peut changer en vous vos valeurs morales. Et nous, c'était plus fort. Ce qui nous liait était plus fort que l'argent. Parce qu'avec Premier Gaou, on ne s'attendait pas à voir ce que nous avons aujourd'hui. Donc avec Premier Gaou, dès le lendemain de Premier Gaou, j'ai dit à mes 3 petits frères, puisque j'ai la chance d'être le grand frère de leader, j'ai eu à leur dire que voilà, nous sommes en train de rentrer dans un autre monde où nous partons de la galère à un monde un peu plus opulent. Mais il faudrait qu'on fasse attention parce que ça peut nous détourner de nos vraies valeurs. Et j'ai dit toujours, en toute chose, il faut savoir prendre la mesure. Il y a le peu et le trop, mais entre les deux, il y a la mesure. Et c'est cette mesure-là qu'il fallait prendre pour que nous puissions rester ensemble. Donc aujourd'hui, on ne parle plus d'argent en Magic System. Parce qu'on a encore en mémoire tout de suite là, c'est l'actualité, le cas de P-Square par exemple. Oui, ben, c'est dommage que des grands groupes comme P-Square, je ne dirais pas P-Square à côté de nous, au Burkina Faso, ici je prendrais
le groupe le plus éponyme et le plus célèbre à l'époque était le groupe Yélène. Donc j'étais le parrain. Et après toute médiation, après tout ce que nous avons entrepris, on n'a pas pu sauver l'union de ce groupe. Mais ce qui est à retenir, c'est que même après ce quoi, qu'ils soient restés amis. Ça aussi, c'est essentiel. On peut se séparer pour des raisons comment on appelle, des visions divergentes, mais il faut garder cette amitié-là, cette fraternité-là. Et ben voilà. C'est dommage que musicalement, ça ne marche plus ensemble. Mais c'est des beaux groupes comme ça qui se disloquent. C'est pas seulement P-Square, c'est pas Yélène. C'est pas les premiers ni les derniers. Ça a commencé depuis longtemps. Wing Musica, Extra Musica et tout le monde. Yélène, vous en parlez, vous avez été parrain de ce groupe. On a ouï dire qu'actuellement, vous travaillez un peu, vous donnez un coup de main à l'autre membre du groupe, Mandoé. Ben, je donne un coup de main à tous les membres du groupe, sans distinction mise à part. Peut-être que l'autre est plus proche de moi parce qu'il est à Abidjan. Mandoé, il est à Abidjan, il vit à Abidjan, donc c'est sûr qu'en termes de proximité, il sera plus proche de moi que Smarty. Mais en termes d'estime, en termes de valeurs sentimentales, c'est deux petits frères que j'ai toujours aimés. J'ai essayé d'équilibrer l'affection que j'ai pour eux et ça ne change rien. Que je sois avec Smarty, j'étais au Tchad dernièrement avec Magic System. C'est Mandoé qui a fait la première partie. Je suis au Burkina Faso, c'est Smarty qui va faire la première partie. Donc, pour moi, il faut équilibrer. Eux seuls savent la base de leur querelle et je crois que ce n'est pas à moi de... Si je ne peux pas les unir, je ne viendrai pas remuer le couteau dans la plaie. Voilà. On va parler de Assalfo et la politique. Oui. On parle surtout d'abord de politique culturelle en Afrique. Est-ce que vous avez l'impression, vous quand même qui avez parcouru le monde, que nos États ont véritablement de vraies politiques culturelles, particulièrement sur le cas de la musique par exemple, l'industrie du disque? Non, nos États n'ont pas vraiment une vraie politique culturelle. Moi, je parle d'un cas général parce que ce que nos États oublient aujourd'hui, c'est que les industries culturelles et créatives sont pourvoyeurs d'emplois et peuvent être même des sources de développement d'un continent. La preuve en est qu'aujourd'hui, le Nigeria, qui est une grosse industrie du cinéma africain, entre guillemets, aujourd'hui est devenu la première puissance économique en Afrique grâce à cela. C'est ça, on parle de 47 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2014 pour l'industrie musicale. Ben vous voyez. Au Nigeria, c'est énorme, plus de 150 millions de dollars de revenus annuels en 2015 grâce au téléchargement mobile et aux plateformes de téléchargement. Ben voilà, vous voyez, et encore, le Nigeria est encore dans l'anarchie parce que si c'est un secteur bien organisé avec une politique commune des dirigeants africains pour mettre les choses en place, régulariser les droits d'auteur, organiser le milieu des droits voisins, des droits d'auteur et tout ça, la culture peut être le premier pilier de l'économie africaine. Donc moi je crois que c'est une vraie politique qu'on devait remettre en place et qu'on essaie de trouver une réforme panafricaine, que les gens puissent discuter dans les sommets à Addis Abeba ou dans les grands sommets où ils se croisent, qu'on puisse mettre aussi la culture au centre des débats et voir... Qui devrait être le socle du développement. Ben oui, notre combat aujourd'hui, c'est ça. Avec certains leaders de la culture africaine, nous sommes en train de voir comment est-ce que nous pouvons mettre des politiques en place pour aller vers les dirigeants et essayer de promouvoir. Moi, je prends un exemple, un pays comme le Burkina Faso, qui est par excellence quand même un pays assez culturel. Citez-moi combien de salles de spectacle il y a au Burkina. Moi, je me rappelle quand je venais au Burkina pour la première fois avec Magic System, c'était en décembre 1999. À l'époque, on avait joué à la Maison du Peuple. Aujourd'hui, 18 ans après, je reviens, je vois la même Maison du Peuple sans évolution particulière. Je n'ai pas vu une autre salle. Le palais des sports, c'est un palais des sports, comme on le dit. Ce n'est pas un palais de la culture. Donc, c'est des choses qu'il faut voir. Les infrastructures n'accompagnent pas l'évolution de la culture dans nos différents pays. J'ai pris le Burkina, mais il faut prendre aussi la Côte d'Ivoire. On est 25 millions d'habitants. La plus grosse salle en Côte d'Ivoire fait 3650 personnes. On l'appelle la 4000 pour des raisons de dénomination, mais c'est pour 3650 personnes, ce qui fait que le groupe Magic System, la dernière fois que nous avons joué dans cette salle, c'est en 2005. Ça fait 12 ans que nous ne pouvons plus jouer dans cette salle. Nous sommes obligés de donner nos concerts dehors pour pouvoir
avoir tout le public. Donc, pour dire que les gens n'ont pas confiance à la culture, donc ils n'investissent pas. Aujourd'hui, les gouvernants préféreront construire des ponts que de construire des salles de culture. Mais aujourd'hui, les ponts, je ne sais pas si un péage peut remporter qu'un palais. Donc, c'est des choses qu'il faut voir, c'est des choses qu'il faut... il faut avoir une volonté politique pour réorganiser tout ça. Et des artistes comme vous, effectivement, devraient pouvoir permettre aux politiques, aux décideurs, de comprendre qu'effectivement, la culture, pour le développement, son apport est important. Oui. Magic System, aujourd'hui, c'est quand même une entreprise qui rapporte gros au développement, on peut le dire. Ben oui, on peut le dire parce que nous, on a eu la chance d'aller à l'étranger, on a acquis une certaine expérience et on a trouvé que dans ce secteur, quand on est bien organisé, on peut se faire. Aujourd'hui, avec notre structure Gaou Production, que nous sommes d'ailleurs en train d'ouvrir à Ouagadougou aussi, nous arrivons à offrir des emplois aux jeunes. Nous formons des jeunes qui apprennent dans le milieu de la culture et c'est là déjà les fonds parce que ces jeunes-là peuvent organiser des choses, ces jeunes-là peuvent mener des trucs et aujourd'hui on parle du digital. Le digital, il évolue dans tous les secteurs. Aujourd'hui, personne ne paye un CD physique. Tout est dématérialisé. Et dans le secteur de la musique, c'est aussi ça. On entend des sites, on nous parle de Deezer, de iTunes et tout ça. Mais l'Afrique n'a même pas encore son propre plateau de téléchargement. Et on est obligé... souvent, on a des cartes bleues même de nos pays qui ne sont pas acceptées par ces plateformes parce que ce n'est même pas reconnu dans le logiciel de ces plateformes. Mais pourquoi en Afrique, on ne s'organiserait pas pour mettre ce genre de choses? Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte. Mais bon, c'est la volonté politique, comme je le dis. Éviter de voir la culture comme du social. Ah oui, aujourd'hui, les gens, il faut qu'on change. Parce que les Africains ne prennent pas conscience de la force que peut insuffler la culture dans le développement et dans l'économie du continent. Ils ne prennent pas conscience. Mais nous qui sommes dehors, nous savons comment. Et regardez aujourd'hui, toutes les grosses majors qui étaient en Europe descendent en Afrique. Vous allez à Abidjan aujourd'hui, vous allez entendre parler de Universal, de Sony. Mais pourquoi les gens de dehors, c'est aux gens de dehors de venir découvrir qu'il y a des vraies valeurs et que chez nous, ici, il n'y a personne qui se rend compte. Ce n'est même pas alarmant pour les gens. Il faut investir dans sinon, en tout cas, tous nos capitaux culturels encore iront dehors si les gens ne font pas attention. Parce que dehors, ils ont vu tout l'intérêt qu'il y a à investir dans la culture en Afrique. Il y a des talents, il faut peut-être une politique qui permet de catalyser, de révéler ces talents et de leur permettre effectivement de s'épanouir. Ça peut rapporter justement. Ben oui, moi je vais le dire, je ne vais pas le cacher, que ce soit au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou au Mali. Regardez dans leur protocolaire des gouvernements quel poste occupent nos ministres de la Culture en conseil de gouvernement. Vous rentrez dans n'importe quelle salle de gouvernement, le ministre de la Culture, il est assis de l'autre côté. C'est le petit budget. Ben voilà, donc souvent c'est 1% du budget. Donc qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Mais je crois que nous avons une nouvelle génération de présidents qui arrivent, de nouvelles générations de présidents qui ont vécu avec le peuple, qui connaissent la vraie volonté, le besoin de tous les secteurs et qui peuvent réformer cela. Si nous n'avons pas réformé la culture maintenant, c'est que nous n'allons plus la réformer parce que nous sommes à l'ère à l'orée de 2020 avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication qui ont su mettre tout le monde au même diapason. Il n'y a plus cette histoire de l'Europe est devant nous, donc on va copier ce qui vient de l'Europe. Tout est là, c'est au même moment. On peut même prendre le dessus sur l'Europe. Je peux vous donner un exemple, le mobile banking. Il fonctionne mieux en Afrique qu'en Europe. Les Européens ne savent même pas ce qu'on appelle le mobile banking. Mais pourquoi? Parce qu'en Afrique, avoir une carte bleue, c'est source d'opulence et de richesse. Il faut avoir un compte bancaire pour avoir une carte bleue. Mais aujourd'hui, avec les mobile money, même celui qui est au fin fond du pays, il sait qu'avec son téléphone, il peut acheter quelque chose ou il peut envoyer de l'argent. Eh bien, ça encore, c'est des gens qui ont réfléchi à notre place. Donc il y a beaucoup de potentialités, c'est une volonté politique, comme je le dis, c'est tout. Voilà. Alors parlons effectivement de l'industrie du disque en Afrique. Oui. Il y a quand même trop de maillons qui manquent dans la chaîne de production musicale. Oui. Effectivement, les producteurs, ça n'existe plus de plus en plus. Les distributeurs, ça n'existe pas. Effectivement, on a parlé de ces majors qui arrivent. Oui. Mais c'est des problèmes réels également. Il faut l'organiser. Oui, mais c'est des vrais problèmes. Il y a deux choses pour régler la culture, la culture africaine. D'abord, il y a l'investissement. Puisque l'investissement, c'est mettre le capital en place pour pouvoir développer le secteur et que ce capital-là puisse rapporter
à ceux qui investissent. La deuxième chose sont les subventions d'État. On ne peut pas tout mettre en investissement. Il faut des subventions, il faut créer des choses. Aujourd'hui, moi, je suis auprès des bailleurs, je suis en train de chercher de l'argent. J'ai dit, il faut commencer à construire des zéniths dans toute l'Afrique. Il faut le zénith d'Abidjan, le zénith de Ouagadougou, le zénith de Bamako. Il faut un zénith dans chaque ville. Parce que ces zéniths-là, on sait que ces zéniths-là, au bout de 10 ans, peuvent rentabiliser. On n'a pas de salle de spectacle. Il faut le faire. Ça, c'est un investissement. Maintenant, il y a les subventions. Les subventions, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de grosses maisons de formation artistique. On ne subventionne pas les acteurs culturels pour aller, par exemple, dans des formations à l'extérieur du pays, aller voir des choses et revenir et tout. Mais tous ces calculs-là, s'il n'y a pas de subventions et il n'y a pas d'investissement, le secteur va beau faire, on va beau avoir des talents, on ne pourra jamais évoluer. Donc, c'est pourquoi je dis toujours, il faut que les différents gouvernements puissent mettre en place de bonnes politiques qui pourront aider le gouvernement à subventionner. Il y a le secteur privé aussi qui peuvent non seulement subventionner, mais investir. Il faut investir, je l'ai dit au sommet. Encore faut-il y croire. Mais oui, mais on va les amener à y croire. Je l'ai dit au dernier sommet de l'Union africaine, l'Union européenne, je l'ai dit. Je l'ai répété encore pendant je crois que c'était les assises à Abidjan, le forum des investisseurs à Abidjan. Je le répète à chaque fois qu'il le faut et je crois que ce n'est pas tombé dans des oreilles de sourds parce que j'ai eu à l'occasion de rencontrer M. Rémi Rioux, qui est aujourd'hui le directeur général de l'Agence française de développement, qui accepte d'investir dans les industries culturelles en Afrique, à commencer par la Côte d'Ivoire et le Maroc, parce qu'il fallait les convaincre des opportunités que peuvent offrir ce secteur. C'est des opportunités énormes quand même en termes de création d'emplois et de richesse surtout. Oui. Alors, ces majors qui s'installent en Afrique, Universal Music, Sony Music, c'est une bonne fenêtre d'espoir? Espoir pour pour nos jeunes talents. Mais c'est parce que nous ne faisons rien chez nous que les autres viennent s'installer. C'est un peu ça. Si tu ne balayes pas devant ta cour, que quelqu'un d'autre vient balayer devant ta cour, le jour qu'il pose une natte pour dormir, il ne faut pas te plaindre. C'est pareil. Nous, tout est là. Si les gens ne trouvent pas opportun d'investir dans notre truc, mais les majors quitteront dehors pour venir faire leur maison de disques. J'ai vu venir Sony, et j'ai vu venir Universal. Mais moi, en amont, j'avais anticipé à cela. Je suis arrivé à Abidjan en 2006 et j'ai dit il fallait que déjà, je cherche à mettre en place une maison de production, de distribution et qui pourrait aussi produire du contenu. C'est comme ça que l'idée me vient de mettre en place Gaou Production, qui va faire de la production, qui va faire de l'accompagnement artistique, qui va faire du management, qui va faire de l'événementiel. Il fallait regrouper tout ça et je n'ai pas eu tort de mettre en place Gaou Production aujourd'hui parce que le besoin se fait sentir. Rien qu'à voir la salle d'attente, tu te dis que des gens avaient besoin de ce genre de structure. Malheureusement, Gaou Production, une seule structure ne peut pas tout faire. Et en termes de petit bilan aujourd'hui pour Gaou Production, qu'est-ce que vous en dites? Je ne vais pas me plaindre puisqu'on permet à 15 jeunes Ivoiriens de travailler déjà, d'occuper des trucs. Il y a des artistes qui sont produits dans l'écurie. Il y a aussi l'événementiel. Pour ceux qui suivent le FEMUA depuis 10 ans, savent que c'est le premier projet que Gaou Production a mis en place, qui a grandi aujourd'hui. Donc, c'est une fierté. Voilà. Pour le moment, on ne parlera pas des retours sur investissement, mais la satisfaction qu'on tire de la réussite de ce projet dit que le secteur des industries culturelles a de l'avenir en Afrique. L'investissement continue donc. Oui. Alors, sur la question des droits d'auteur, vous êtes visiblement dubitatif sur l'approche des majors. Oui, on est dubitatif, mais vous savez, les droits d'auteur, il faut oublier un peu les majors, parce que les majors, aujourd'hui, c'est des producteurs de phonographie, c'est-à-dire c'est des producteurs de disques, ils vendent des disques. Les vrais droits d'auteur ne se trouvent pas dans la vente de disques, parce que les droits de reproduction mécanique d'un artiste, peut-être sont le 1/8 de ses droits d'exécution publique. Ce qu'il y a,
c'est tout ce qu'il y a comme exploitation publique qui n'a rien à voir avec les CD. La diffusion en radio, en télévision, les droits voisins, les téléphones portables. Il y a des droits qui sont là. Ces droits, comment on les récupère? Il n'y a aucune parafiscalité sur les téléphones portables, sur tout ce qui est consommation de télévision. Un homme, quand il achète sa télé, on sait de suite que quand il va l'allumer, dans les 30 minutes qui suivent, il y aura une variété musicale. Mais cette taxation sur la télévision, où elle va où? Pourtant, la télévision, c'est une coquille, on pouvait la vendre à 50 000. Si on la vend cher, c'est parce qu'elle va donner du contenu. Et c'est ça, les droits d'exécution publique, c'est ça, les droits voisins qu'on peut récupérer avec tous ces trucs. Mais il n'y a rien qui... Nos radios ne payent pas, nos télévisions ne payent pas. On ne sait pas sur quelle base on regroupe nos droits d'auteur. Et là, il faut mettre ce système, nous sommes en train de le développer. Je crois que je reviendrai au Burkina pour ça. C'est de mettre en place un système YACAST avec des appareils qui vont permettre de recenser automatiquement la diffusion d'un titre, de sorte à ce que quand ce titre est joué, qu'on le récupère tout de suite sur une application, avec ou sans la volonté de la personne qui diffuse ce titre, qu'on puisse avoir au moins qu'on ait une base de données, des droits à recouvrer. Parce qu'il y a un sérieux problème de recouvrement. Hein. Tous les organismes de collecte des droits le disent. En Afrique, c'est un sérieux problème. Oui, parce qu'on n'a aucun logiciel qui dit. Moi, je suis là aujourd'hui, je ne sais même pas combien de mes titres ont été joués dans les maquis de Ouagadougou entre le début de la campagne du conseil jusqu'à aujourd'hui. Je passe dans la voiture, j'entends des musiques de Magic System dehors, mais tu ne peux pas les recouvrir puisqu'il n'y a aucun système qui regroupe cela. C'est ça que nous voulons créer. On veut mettre en place un logiciel qui tout de suite repère et qui est un logiciel qui sera installé. Mais il faut une volonté parce que c'est des lois gouvernementales qui peuvent permettre d'installer cela. Il faut un investissement, il faut accompagner parce que ces logiciels-là coûtent des milliards. Et il faut qu'un État dise, moi j'accepte de mettre des milliards parce que si on arrive à recouvrir les droits d'auteur, ça garantit la sécurité sociale des artistes, ça fait travailler aussi le secteur de la musique et tout, mais il faut y croire, comme on le dit. Et il faut qu'on amène les gens à croire à cela et on va les amener à croire à cela. Satisfait de ce que vous percevez, par exemple, au bureau burkinabé du droit d'auteur par rapport à la diffusion de vos musiques? Demandez au bureau burkinabé du droit d'auteur la dernière fois qu'ils ont vu mes pieds. Jamais. La dernière fois que j'ai appelé le bureau burkinabé des droits d'auteur, c'était hier. J'ai appelé Walid Bara parce que je devais m'acquitter de mes frais pour les 2 concerts du Magic System. Ça, je devais le faire parce que pour demander à quelqu'un de te payer, il faut que toi aussi, tu sois en règle vis-à-vis de la personne. Donc, c'est un peu ça. Mais il faudrait que la réciprocité soit de mise. Je ne suis pas encore allé au bureau burkinabé des droits d'auteur. Je crois que je ne sais même pas, pour être franc, je ne sais même pas où ça se trouve. Pas qu'il n'y a pas beaucoup d'argent à prendre, mais je ne sais pas comment on appelle, je ne sais pas les conventions de réciprocité qui existent entre la maison des droits d'auteur burkinabé et la maison des droits d'auteur ivoirien. Ça existe pourtant avec le Burida. Ça existe, oui. Vous n'en avez jamais touché? Non, alors au BBDA, non. Si j'ai besoin de toucher mes droits burkinabés, je demanderai aux droits d'auteur ivoiriens de me fournir un bulletin avec tout ce qui a été récupéré au Burkina Faso. Je ne suis pas inscrit au BBDA. Il a dit que le Burida vous présente effectivement un point de ce... Vous savez, on ne va pas aller fouiller dans les caisses du Burida ou sur les documents du Burida. La base, elle est déjà fausse. La base des recouvrements est fausse parce qu'on ne sait pas sur quelle base les recouvrements sont faits, donc pas la peine. À la SACEM, j'irai m'asseoir, oui, parce qu'il y a des organismes de contrôle et de vérification. Il y a de la transparence. Mais tu vas t'asseoir... Ce qu'on te donne en Afrique, tu prends et tu te tais. Déjà, il faut que nous, on s'estime heureux de toucher avec des chiffres à 6 chiffres. Ceux qui n'ont pas la chance ne touchent même pas des chiffres à 5 chiffres. Pour les majors, vous semblez dénoncer une forme de discrimination, effectivement, sur cette question des droits. Ben oui. 2 poids 2 mesures. Ben oui, non, ce n'est pas 2 poids 2 mesures. Quand la chose est bien faite, on le dit. Quand elle est mal faite, il faut le dire aussi pour les majors. Mais tout le monde tire pour son compte dans ça, que ce soit les majors, que ce soit les maisons de droits d'auteur. Les seuls qui ne sont pas bénéficiaires de ça, ce sont les artistes. Aujourd'hui, moi, je suis là, je défends la cause des artistes. Que ce soit les maisons de disques ici,
Nous, on a eu la chance, à l'époque de Premier Gaou, on vendait encore des cassettes parce qu'on arrivait à faire 500 000 cassettes vendues. Mais quel était l'organisme de régulation qui nous disait que les chiffres qui nous étaient déclarés étaient de vrais chiffres? On a même fait une chanson où on dit c'est pas possible, les producteurs nous ont volé. On n'a aucun chiffre. Mais regardez, Premier Gaou, il sort, on arrive à Paris, le disque il était déjà sur le marché, on commence à réorganiser un peu. Dès qu'on arrive à réorganiser Premier Gaou, on le met dans une bonne maison de distribution, on passe à la télévision samedi, le mercredi qui suit, on est disque d'or. En 5 jours d'organisation, on est disque d'or. Mais c'était en quelle année? C'était en 2002. 3 ans se sont écoulés. Où sont passés tous les chiffres qui sont passés derrière ces 3 ans? On a l'impression qu'on a eu des droits d'auteur qui ont été mis dans une bassine et qu'on a brûlé à notre insu. Parce que cet argent est allé dans la poche des maisons de disques, des producteurs véreux et voilà, tout le monde s'est greffé dessus. Donc, quand il y a l'anarchie, tout le monde pille. Et là, ça tue également la création. Oui, c'est ça, exactement. Alors, vous parlez tout à l'heure des téléphonies mobiles. On parle par exemple du Nigeria où une compagnie comme MTN est devenue le premier en matière donc, de distribution de droits pour les artistes, par exemple. Oui, mais en même temps, il faut aller sur le prorata, il faut aller sur le pourcentage. Vous savez que démographiquement, le Nigeria est l'un des pays les mieux placés. Vous n'allez pas comparer la population nigériane à la population burkinabé. Donc, il y a un gros marché de consommateurs. Donc, c'est sûr qu'un artiste burkinabé ou ivoirien ne peut pas percevoir les mêmes droits qu'un artiste nigérian. Là aussi, il faut faire les rapports de force. Toujours est-il qu'à partir du moment où les CD ne se vendent plus, ça c'est des plateformes, c'est aujourd'hui par là qu'effectivement l'artiste peut suffisamment... Ben oui, la digitalisation, tout a été dématérialisé aujourd'hui. Donc la digitalisation, le digital est devenu la première source de revenus des artistes. Mais là encore, il faudrait que ce soit organisé parce que les maisons de téléphonie qui vendent le contenu qu'il y a et tout, si on s'organise bien et qu'il y a une bonne législation, mais on peut leur demander des comptes. Parce que jusqu'à preuve du contraire, je n'ai jamais signé avec une maison de téléphonie pour que mes titres soient utilisés ou diffusés. Pourtant, je les entends. Quand j'appelle au téléphone sur des musiques d'entente et tout, on entend la musique. Mais je me dis, c'est quelque chose qui peut être rétroactif à tout moment. S'il y a une bonne législation, s'il y a une bonne loi qui est votée dans le secteur de la culture et tout, je crois que ça va barder parce qu'il y a des milliards qui traînent en l'air, mais qu'on ne peut pas saisir parce qu'aucune loi nous permet de les saisir. Parce que là, actuellement, c'est peut-être au niveau donc, des bureaux du droit d'auteur que les contrats sont signés. Mais ils n'ont pas le droit. Aux artistes d'aller ils n'ont pas le droit. Aucun bureau de droit d'auteur, je mets tout le monde à défi, là, je sais que votre émission sera écoutée partout, aucun bureau de droit d'auteur n'a le droit de signer une convention à la place d'un artiste. Ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Un bureau de droit d'auteur n'est pas, comment on appelle, une maison d'édition. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit et ils le savent. On ne va pas rentrer dans... On n'est pas obligé d'aller fouiller le code pénal pour sortir des choses. Ils n'ont pas le droit. Et ils savent que nous qui le savons, le jour qu'on va descendre, on va leur dire. Qui leur donne le droit? C'est nous qui sommes propriétaires de nos œuvres. Qui leur donne le droit de vendre nos titres à des maisons de téléphonie? Qui leur donne le droit? Je leur regarde dans les yeux pour leur demander qui leur donne le droit. Ils n'ont pas le droit et ils le savent. Ils n'ont pas le droit. C'est illégal ce qu'ils font. D'accord. Alors, on espère qu'en tout cas que le débat va évoluer pour plus de structuration, de professionnalisation, pour permettre effectivement aux créateurs de vivre mieux de leur art. On va à présent parler de Assalfo et la politique, je veux dire la politique dans le sens effectivement de la démocratie, etc. Ça vous dit? Non, mais vous savez, la politique, c'est un frein. Moi, je crois que la politique donne des limites. Il y a trop de restrictions quand on fait de la politique. On n'est pas libre de dire ce qu'on veut, on est obligé de mentir à tout moment, on n'est pas libre de mener dans l'indépendance ses missions, soit on est commandé par un parti politique, soit on est commandé par une ligne gouvernementale. Donc, je suis un homme qui aime mes ailes et qui aime m'envoler,
Donc, si je sais que je vais m'engouffrer dans quelque chose qui va m'amputer mon indépendance, autant ne pas m'engouffrer. C'est pourquoi je parle. Je préfère de l'autre côté être la courroie de transmission entre le peuple et ceux qui dirigent. J'ai la chance aujourd'hui de parler aux responsables politiques, aux chefs d'État et tout. Et je crois que dans cette mission, je ne me défends pas mal. C'est peut-être ce qui fait dire aux gens que je vais faire de la politique demain. Non. On ne fait pas la politique pour faire la politique. Il faut avoir une vision. Et la vision que j'ai aujourd'hui n'est pas la vision de la politique générale en Afrique. Ce qui fait que je me méfie. Parce que c'est ce que dit la rumeur. Hein? Oui, la rumeur le dit, mais... près des intentions. Oui, mais je me méfie des... Il faut se méfier des rumeurs aussi. Alors, quand par exemple, François Hollande, par exemple, vous associez à des séjours au pays, par exemple. Ça. Oui, mais j'ai accompagné le président François Hollande parce que ce que les gens ignorent, c'est que je suis quand même ambassadeur à l'UNESCO, chargé de l'éducation et de l'alphabétisation. Donc c'est une casquette qui me permet d'être avec les autorités et on ne refuse pas d'accompagner un chef d'État français qui vous demande de l'accompagner en Afrique. C'était un honneur pour moi et c'était un message aussi adressé à tous ces jeunes en Afrique qui croient que tout est perdu dès le premier échec. Non, dès le premier échec, dès qu'on échoue, on peut s'asseoir pour se reposer, mais il faut se relever tout de suite pour attaquer. Il ne faut jamais baisser entièrement les bras. Moi, je voulais montrer à travers ça qu'on peut partir d'Anoumambo et accompagner un chef d'État demain. C'est quand on a ses convictions, quand on croit à ce qu'on fait. Donc les jeunes doivent croire en ce qu'ils font. Dans tout ce qu'ils font, je ne parle pas de la musique, dans tout secteur d'activité, tout ce que tu fais, la première des valeurs, c'est la persévérance parce que ça va te permettre de durer, de prendre tout le temps qu'il faut, mais ça va arriver. Les belles réussites, vous savez, sont celles qu'on acquiert toujours après de durs labeurs, après la souffrance. Elles sont belles à célébrer. Les belles victoires sont celles qu'on a acquises après la souffrance. Et c'est ce que je voulais montrer. Pourtant, je n'ai jamais pris l'avion du président ivoirien ou du président burkinabé. La première fois que je prenais un vol présidentiel, c'était avec le 5e homme le plus puissant du monde. C'était quand même avec François Hollande. Vous voulez que je dise quoi? Non. Ah non, je ne vais pas bouter. Il faut dire que l'enfant des pauvres aussi peut monter dans l'avion du président de la République. Alors, quand vous voyez Youssou N'Dour, ministre de la Culture, on peut ne pas être un professionnel de la politique, mais quand même apporter sa contribution en tant que technicien du domaine de la culture, par exemple. C'est sa vision. Moi, je crois que c'est sa vision. Quand on a envie d'être ministre, on peut être ministre de la Culture, on peut être ministre des Affaires sociales, on peut être ministre du Sport, on peut être... Tout dépend de là où on se sent, où on peut apporter le plus de contributions. Si on peut apporter une contribution à la jeunesse, on peut être ministre de la jeunesse. Si dans la culture, on estime que ses compétences peuvent permettre de réorganiser le milieu, on prend le ministère de la Culture. Si on peut être ministre même de l'Agriculture étant chanteur, si on s'investit dans le monde de l'agriculture, pour être ministre, il faut connaître le secteur qu'on prend. Il faut savoir diriger ses équipes. Vous estimez par exemple que dans le secteur de la culture, il n'y a pas de véritable politique culturelle. Peut-être que si on vous tendait la perche... Mais est-ce qu'on a besoin d'être ministre pour faire changer les choses? Moi, je crois qu'on peut donner des consignes. Regardez, le ministre de la Culture au Burkina, je ne le connais pas. Il paraît que c'est un nouveau. Moi, je ne le connais pas. Mais par exemple, j'ai de bonnes amitiés avec le ministre de la Communication, qui est M. Rémi Djandjounou, qui chaque fois que je suis à Ouaga, je peux me permettre d'aller causer avec lui. C'est des expériences que je prends avec lui sur la communication, comment réorganiser le milieu. Mais lui aussi, il était journaliste. Il est devenu ministre de la Communication parce qu'on estime qu'il maîtrise son secteur. Donc pour moi, on n'a pas besoin forcément d'être... le footballeur va être ministre des Sports, le chanteur va être ministre de la Culture, c'est trop facile. Les ministères, quand on les équipe, c'est selon la connaissance du sujet qu'on vous confie. Et pour moi, c'est pourquoi j'ai dit Youssou N'Dour à sa vision. Je ne crois pas, peut-être que c'est parce qu'il est chanteur qu'il soit devenu ministre de la Culture. Vous savez qu'il investit plus dans les médias qu'il dans la culture. Il aurait pu être aussi ministre de la Communication. D'accord. Alors, mais vous êtes quand même un ami des hommes politiques. Oui. Oui, parce que pour faire passer le message du peuple aux hommes politiques, il ne faut pas être leur ennemi. Soro Diom, par exemple? C'est mon ami. Avant même qu'il devienne politicien, parce qu'il était à la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Et à l'époque, je faisais mon voyage avec le groupe Magic System.
Et il m'avait appelé comme ça pour me dire que, bon, écoute, au niveau de la culture, on n'a rien, tu seras le secrétaire à la culture. Donc, j'ai été un secrétaire à la culture de M. Guillaume Soro. Et donc, c'est un ami. Les amitiés, on ne les résilie pas pour les appartenances politiques ou les visions politiques de ses amis. Donc, on est resté de bons amis, tout comme le ministre Ahmed Bakayoko et pas mal de ministres dans le gouvernement ivoirien avec lesquels je prends aisément le pot, avec lesquels je mange aisément parce que je ne trahis pas mes convictions. Finalement, on en arrive à dire que vous êtes un ami du pouvoir Ouattara. Ben, j'étais aussi un ami du pouvoir Gbagbo, mais ce n'est pas parce qu'on aime le pouvoir Gbagbo qu'on va détester le pouvoir Ouattara. Moi, je crois que les gens ils doivent comprendre que quand on est homme public, on appartient à son pays, on est républicain. Tout ce qui concerne le pays, on est là. Ouattara, le président Ouattara, il va m'inviter, j'y vais. Le président Gbagbo, il m'invitait à l'époque, j'y allais. Mais les gens qui disent que nous sommes du pouvoir Ouattara, moi j'ai été décoré 2 fois par le président Laurent Gbagbo. Ça fait 8 ans que le président Alassane Ouattara est au pouvoir, je n'ai jamais reçu aucune médaille. Où est cette amitié dont on parle? Donc il faut comprendre que c'est selon les objectifs. Et un président qui arrive, s'il estime que le groupe Magic System est porte-flambeau de la Côte d'Ivoire et qu'on peut nous confier des tâches ou des missions, on est ouvert. Après le président Alassane Ouattara, il aura un autre président. Je ne sais qui c'est. Mais c'est sûr que s'il arrive qu'il estime que Magic System peut mener encore un autre combat pour la jeunesse et tout, il va être notre ami. Voilà. Après le président Ouattara, l'après Ouattara, ça vous fait peur? Non, ça peut pas. Pourquoi ça va me faire peur? Les changements je suis né au temps d'Oufo-Boigny. Les changements de régime en Afrique, c'est des occasions de crise, malheureusement. Oui, des occasions d'élection. Oui, en tout cas, ce n'est pas une appréhension personnelle. Mais on a envie de dire, c'est sûr que la transition, soit elle se fait de la plus belle manière et ça renforce la démocratie dans un pays, soit elle se fait avec ce que nous avons connu en 2011 et ça a fait 5 pays. Aujourd'hui, la prière de tous les Ivoiriens, c'est de voir une belle transition. Nous sommes tous contents d'apprendre aujourd'hui, le président Ouattara dit que ça ne l'intéressait pas de se présenter pour un 3e mandat. C'est quelque chose qui apaise, qui calme les Ivoiriens et je crois que on n'a pas... Je crois qu'on va plutôt prier que d'avoir peur de ce qui va se passer en 2020. Moi, je crois qu'en 2020, il y aura une belle transition. Vous pensez, quand vous regardez l'environnement aujourd'hui autour de ces questions? Ça peut être effrayant, mais je crois que les hommes politiques ont compris qu'il faut mettre de côté ses intérêts personnels pour les intérêts du peuple. Et aujourd'hui, je crois qu'on n'a pas des gens sourds. Ils sont tout tués de ce qui attendent les populations. Et aujourd'hui, je crois que c'est des choses plus ou moins, pour un pays qui est sorti de cette crise en 2011, c'est des choses plus ou moins dont on doit faire attention maintenant. C'est pourquoi je ne crains pas le pire est passé derrière. Il n'y a pas pire encore que ce qui est passé derrière. Soro Guillaume, votre ami est le candidat idéal pour 2020? Ah non, ce n'est pas à moi de définir qui est le candidat idéal. Je crois que chaque candidat a son programme. Chaque candidat, et puis je ne sais pas, parce que je n'ai pas encore entendu officiellement que Soro Guillaume était le candidat idéal ou le candidat en 2020. Il y a des appels à sa candidature. Ben oui, mais il présentera un programme s'il est candidat. Et chez lui aussi, il y a plusieurs personnes qui présenteront leur programme. Celui qui aura le meilleur programme, c'est lui qui aura l'adhésion du peuple. Ce n'est pas un simple chanteur comme moi de venir dire qui est bon pour la Côte d'Ivoire. Vous, en tant qu'Assalfo, Ivoirien, citoyen ivoirien, il faut pouvoir avoir un regard sur déjà les personnalités qui animent la vie politique de votre pays. Non, on ne peut pas faire l'échographie d'une femme si elle n'est pas encore enceinte. Je n'ai même pas encore vu leur programme. Comment est-ce que je peux savoir qui est le candidat idéal ou tout? Il y a déjà les profils. Non, les profils. Le profil ne définit pas qui est le bon candidat ou qui n'est pas le bon. C'est par le programme qu'il faut juger, pas par le profil. Si c'est par le profil, je peux vous dire que vous-même, vous êtes bien parti pour être ministre. En tant que Camille, vous lui conseillerez quoi? De renoncer ou de se présenter? Mais je ne m'y connais pas dans les affaires d'État. Comment vous voulez qu'un simple chanteur comme moi parte parler à quelqu'un qui a été Premier ministre, qui a été ministre, qui a été président de l'Assemblée nationale? En termes d'expérience, qu'est-ce que je peux lui apporter? Je ne dirai rien. C'est mon ami, je vais m'asseoir, on va manger, on va rigoler, on va se parler et puis on va parler de tout. Je parlerai plutôt de ma musique que de la politique avec lui. Ahmed Bakayoko? Oui, très bon ami. Lui aussi?
Oui, même lui, hein, quand on se voit, c'est plus comme... Il est plus proche de jeunes et tout, donc on cause aussi facilement, et puis, mais il n'y a pas de conversation politique, je peux vous le dire, il n'y a jamais eu de conversation politique, ni avec le ministre Ahmed Bakayoko, ni avec le président de l'Assemblée, Guillaume Soro. J'ai jamais eu de... Généralement, quand je les approche, c'est vraiment pour parler de problèmes des jeunes ou de la musique, ou parler d'autres choses, ou parler du FEMUA, ou parler d'autres choses. Les deux ont été parrains du festival à Nomambo. Donc, comprenez que c'est d'autres liens qui nous lient que des liens politiques. Récemment, le président français Emmanuel Macron, qui est jeune, était à Ouagadougou, Oui. où il s'est adressé à toute l'Afrique. Oui. Déjà, qu'est-ce que vous pensez de ce jeune président? Vous avez été invité à son spectacle dans l'Institut. Ben oui. Je crois que chacun a sa manière de créer sa relation avec l'Afrique. Emmanuel Macron a voulu adresser un vrai message à partir de Ouagadougou. D'ailleurs, j'ai aimé l'accueil qui lui a été réservé ici à Ouagadougou. Le Burkina a encore prouvé qu'il est une terre d'hospitalité. Il a fait un discours d'une heure 45. Les grandes lignes du discours, c'était adressé à l'Afrique de prendre sa propre indépendance. J'ai vu qu'il s'est dérobé sur certaines questions. Bon, c'est vrai que les questions qui lui avaient été posées n'étaient pas aussi pertinentes que ça. Donc, on n'a pas pu sortir vraiment de ce que... Si j'étais là-bas, j'allais plutôt exposer les problèmes de la jeunesse que de parler d'autres problèmes qui n'auraient... Mais en même temps, je me dis, est-ce que le Burkina Faso n'a pas eu une jeunesse trop politisée qui est allée dans d'autres angles? Parce que ça aurait été peut-être en Côte d'Ivoire, les questions ne seraient pas abordées de la même manière. On aurait parlé moins des affaires François Compaoré ou Norbert Zongo. On aurait parlé peut-être de Laurent Gbagbo ou de choses. Donc chaque pays a son contexte. Et s'il a choisi de lancer son message à partir de Ouagadougou, lui seul sait pourquoi, mais toujours est-il que, bon, de son message, on retiendra ce qui est négatif et on retiendra ce qui est positif et on va dégager ce qui est négatif. Tout n'était pas bon, même bon, voilà. Il en appelle par exemple à la responsabilité des Africains, par exemple. Oui. Mais c'est bien que l'Afrique s'assume. Mais c'est bien qu'un président français vienne dire ça. Parce que nous, on croit que tout doit venir de dehors. On croit qu'on doit tendre la main de dehors. Mais qu'on vienne nous dire ça chez nous à la maison, c'est quelqu'un qui vient du voisin. Occupe-toi de ta famille. Dis à ta famille de ne plus venir chez moi. Quelqu'un qui vient te dire ça, tu peux prendre ça en mal, mais il ne t'a pas dit faux. Parce que c'est à toi de t'occuper de ta famille. Pour certains, c'est un double jeu. En bas, on travaille à garder ce cordon ombilical. Ça, ce n'est pas nous, c'est nos dirigeants. Nous avons voté des gens. Ce cordon ombilical, quels que soient nos cris, quelles que soient nos revendications, si nos dirigeants ne les coupent pas, nous ne pourrons pas les couper. Donc c'est à nous d'amener nos dirigeants à couper. Vous avez vu quelqu'un qui a un intérêt quelque part qui veut rompre l'amitié? Non. Il faut que celui qui est en face dise j'arrête. C'est pas... Vous croyez quoi? Que les gens vont arrêter? Même quand les gens avaient la puissance économique à l'époque et ils n'arrêtaient pas, c'est pas aujourd'hui où l'Afrique a une croissance à plus de 2 chiffres que les gens ils vont arrêter. Ça nous de dire non, on arrête. Ça nous de dire qu'on arrête. Si nos dirigeants ne peuvent pas dire qu'on arrête, bon allez, on est tous à l'abattoir, on est attachés comme des moutons, on suit. Vous parlez de la jeunesse, il y a cette question fâcheuse de l'immigration. Oui. On a vu récemment ce qui s'est passé en Libye. Oui. Ça fait froid au dos. Mais ça fait froid au dos, mais moi, c'est aberrant de voir que tout le monde se lève pour crier parce que CNN en a parlé. Ce fléau, il existe depuis plus de 10 ans. Depuis plus de 10 ans. On ne va pas dire qu'on n'est pas au courant. Parce que CNN a montré, alors tout le monde va se lever. Ce n'est pas aujourd'hui que ce fléau existe. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, la Méditerranée est le plus gros cimetière africain? Vous savez, il y a eu combien de morts dans la Méditerranée jusqu'aujourd'hui? Mais je l'ai dit, parce que nos pays ne font plus rêver. Nos pays ne font plus rêver. Le jeune Africain aujourd'hui préfère affronter tous les obstacles pour aller mourir que de rester avec l'humiliation et l'indignation. Un homme qui dans son pays ne travaille pas, est la risée de tout le monde, il n'a rien, ne vit pas, il survit, dans son propre pays il survit. Quelle humiliation il peut y avoir plus? Qu'il se fait vendre en Libye et tout. Une humiliation est égale à une humiliation. Vous connaissez une humiliation qui s'écrit sans H? Une humiliation est une humiliation.
Et les jeunes aujourd'hui, tant que nos dirigeants ne mettent pas de politiques en place pour permettre aux jeunes de se prendre en charge, ces jeunes-là iront comme vents et marées. Tout le monde est en train de crier, il faut aller sauver ceux qu'on est en train de vendre là-bas. Vous savez, c'est la quelle génération? On va les sauver, vous voyez, tous les pays sont en train de les rapatrier. La seule chose qu'il faut faire maintenant, c'est d'éviter que ceux qui sont ici partent les remplacer. Il faut des politiques pour cela. Il faut des politiques. Et j'ai crié haut et fort pour ça. L'Union européenne a donné 200 millions à la Libye pour garder ses frontières, en tout cas aux côtes pour garder leurs frontières. Est-ce que vous savez, 200 millions d'euros, combien de projets de jeunes ça peut développer ici? Combien d'emplois? On est dans les solutions conjoncturelles, pas structurelles, malheureusement. Voilà. Pas structurelles, malheureusement. Parce que ces 200 millions d'euros pouvaient créer de l'emploi. Mais la seule manière d'empêcher les jeunes d'aller à l'immigration, c'est de les occuper dans leur propre pays. Pourquoi ces fonds-là n'arrivent pas? Et les gens écrivent, c'est l'Europe qui a gagné. Le message que l'Europe voulait, c'était ça. Que les jeunes africains sachent que ça meurt, qu'on les vend, et que ça devienne un message effrayant. Nous avons fait la communication à la place de l'Europe. C'est ce que l'Europe voulait dire à nos jeunes ici, que nous avons dit à nos jeunes. On vous vend là-bas, on vous tue là-bas, on vous maltraite là-bas, n'allez plus. Donc on a fait une politique à la place de l'Europe. C'est tout. Maintenant, il faudrait qu'on essaie de maintenir nos jeunes. En quoi faisant? En mettant des politiques qui leur permettent de se prendre en charge. Mais en même temps, est-ce que nos États ont les moyens, effectivement, de mettre ces politiques en place pour retenir toute cette jeunesse? On peut ne pas avoir les moyens et avoir la volonté. On peut ne pas avoir les moyens et avoir la volonté. Et quand la volonté se dessine, une lueur d'espoir peut se créer auprès de la jeunesse. Mais quand il n'y a pas de volonté, quand dans toute la politique, c'est de la coopération bilatérale économique entre deux pays, entre temps et temps, et personne ne pense à un programme de restructuration, de réinsertion de la jeunesse, c'est compliqué. Au fait, on vient dans des campagnes électorales, on fait un programme, et sur 20 lignes de programme, il y a 15 lignes qui touchent la jeunesse. Une fois qu'on est voté, on ne respecte même pas les 10% de ce qu'on a promis à la jeunesse. Même si on respectait 25%, ça pouvait donner une lueur d'espoir à cette jeunesse. C'est ce qu'on demande aux dirigeants de faire. Créer des micro-projets, mettez des politiques en place pour que les banques puissent emporter des prêts. Parce qu'en Afrique, malheureusement, on ne prête qu'à celui qui a l'argent. Pourquoi les banques n'investiraient pas dans des projets de jeunes avec un accompagnement ou bien une caution du gouvernement ou une caution des autorités pour dire, voilà, nous, telle structure de jeunesse, nous portons caution pour que vous accompagniez tel jeune dans tel projet. Ça existe. C'est de la volonté. D'accord. Nous sommes en fin d'émission. Ce sont des questions classiques. 3. Vous allez me dire ce que vous pensez de la musique burkinabé. La musique burkinabé, aujourd'hui, c'est comme le football burkinabé. Il y a 20 ans, 25 ans de cela, la musique burkinabé n'était pas écoutée. Les Burkinabés n'écoutaient même pas eux-mêmes leur propre musique. Il y a eu quand même un sursaut depuis quelques années avec l'avènement des gens comme Bilaka Koura, comme Alif Naba, avec les Yélènes et tout ça, qui ont essayé de redynamiser cette musique-là. Et aujourd'hui, ça aboutit à la génération de Flobi et autres qui sont diffusés sur des chaînes internationales. Donc c'est une musique en plein développement, mais malheureusement, elle s'est réveillée au moment où l'industrie du disque est morte. Donc il faut réorganiser le secteur pour ne pas que cette musique-là baisse encore les bras, parce qu'elle est en pleine ascension, mais il faut faire vivre ses auteurs. Sinon, après, ça risque d'être quelque chose qui démobilise dans le milieu. Donc pour moi, c'est des bonnes politiques à mettre en place. Et puis cette musique, à la chance, je vois qu'il y a des festivals burkinabés à l'étranger, ce qui n'existait pas. Chaque année, je vois le Foni à New York, où les artistes burkinabés vont s'exprimer. Chaque fois qu'ils sont à Paris, mon téléphone sonne, Dieu seul sait combien de fois on m'a appelé pour me dire, écoute, vieux père, je suis à Paris et je suis venu pour tel concert. Et ça fait plaisir d'entendre ça. Ça veut dire que cette musique-là s'exporte aujourd'hui. Mais quand un enfant travaille bien à l'école, il faut l'encourager. Si on continue à lui dire non, ça ne va pas aller, ça ne va pas aller, à un moment donné, il va baisser les bras. Okay. La musique ivoirienne? La musique ivoirienne, c'est pareil. Elle évolue.
Mais j'ai peur qu'elle stagne à un moment donné, parce que ce n'est pas seulement la musique ivoirienne. Ce que nous avons constaté aujourd'hui, c'est que les groupes orchestres n'existent plus. Rares sont les groupes qui jouent avec des musiciens derrière. Aujourd'hui, c'est devenu la musique électronique, c'est devenu la musique dans les ordinateurs portables. Les home studios ont pris la place des vrais studios et j'ai peur qu'on produise plus dans la quantité que dans la qualité. Donc ça aussi, il faut revoir, et ça aussi, il faut réorganiser. La musique africaine en général est en train de monter. Elle monte en termes de visibilité, en termes d'implémentation. Mais en valeur musicale, elle est vraiment en pleine régression. On ne voit plus de concerts avec des orchestres. Et ça, c'est dommage. Pour terminer, Rochma Christian Kaboré. Oui, Rochma Christian Kaboré, c'est... D'abord, avant qu'il ne soit président, je suis un très bon petit frère au président Rochma Christian Kaboré. Et c'est quelqu'un qui a toujours été réceptif. Chaque fois que je voulais le voir ou que je l'ai sollicité, avant même qu'il ne soit président. Bon. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a quand même un petit lien de parenté. Et c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Voilà. En dehors de ses fonctions politiques, président de la République, même quand il était président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, c'est quelqu'un avec qui j'ai gardé de très bonnes relations et je n'hésite pas à lui passer un coup de fil chaque fois que je suis de passage à Ouara. Parce que, vous savez, les liens de parenté, ce n'est pas des choses qu'on brise du jour au lendemain. Merci. Et ça sera tout pour ce soir. On rappelle que vous êtes à Ouagadougou dans le cadre donc des 20 ans de carrière du groupe Magic System avec 2 concerts à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Exact. C'est la 6e étape du Magic Tour 20 ans. Le Burkina Faso a été le premier pays à l'international qui a accueilli le groupe Magic System. Quand nous commencions notre carrière internationale, c'est par Ouagadougou que nous avons commencé. Et 20 ans après, nous avons envie de revenir à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso pour dire merci d'avoir cru, merci d'avoir été le premier public international de Magic System. Et donc, ça ne pouvait se faire sans passer par Ouagadougou. C'est pourquoi j'invite tout le monde à venir parce que le concert que nous allons donner le 9 au stade municipal de Ouaga et le 11 au stade omnisport de Bobo-Dioulasso, ça sera du jamais vu, du jamais vécu. En tout cas, pour le moment, je ne parle pas. Trop parler, ça donne maladie, comme on le dit à Abidjan. Que les gens viennent voir ce qui va se passer. Qui viennent voir, ça sera peut-être aussi l'occasion de prendre encore de la ressource pour la suite de la carrière. C'est ça, on a besoin de ça. C'est-à-dire, comme on le dit, mon vieux me disait toujours en langue morée, il faut s'en parler au baba, non, madoire, bon caton, donc c'est comme ça, c'est-à-dire, tant qu'on a la bénédiction des parents, rien ne peut nous arriver. Donc, je suis venu chercher la bénédiction. Merci d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, je rappelle que nous étions avec Salif Traoré Assalfo, leader du groupe ivoirien Magic System à Ouagadougou dans le cadre des 20 ans de carrière de ce groupe. Merci de nous avoir suivis. Excellent suite de programme sur la chaîne Au Cœur de nos défis. Un bonsoir particulier à tous ceux qui nous suivent du côté de la ville d'Abidjan. Bonsoir.